Salut les amis, bienvenue dans Bungarang, le podcast qui te ramène en enfance. Et aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur de recevoir le grand Bunaimin. Ah, je suis pas si grand que ça, t'as vu? Oui, mais grand par le talent. Oui. Grand par le talent. Après, ça dépend la taille de vos écrans. Comédien et surtout très très grand fan de culture et de manga. Je sais pas si je pense que c'est plutôt la culture qui est fan de Wham et qui essaie de venir vers moi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu la laisses venir? Tu la laisses te zouker? Ouais, exactement. Ouais, je pense que oui. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à vous remercier d'être là, parce que c'est la base quand même, en n'oubliant pas de vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Comme ça, toutes les semaines, quand il y a un nouvel épisode, t'es au courant, tu loupes rien. Je tenais également à remercier notre partenaire Glénat, ainsi que le 3 bis qui nous a gentiment prêté le superbe endroit dans lequel on tourne ce podcast. Ah oui, et n'oubliez pas d'aller choper le tome 106 de One Piece qui vient de sortir, parce que One Piece, c'est la life quand même. Allez, je vous embête pas plus, bonne vidéo. Bisous. Est-ce que tu sais ce que c'est que Bungarang? La ref. Non. C'est dans Hook, c'est dans Peter Pan. Ok. C'est le cri de ralliement des enfants perdus. Ok. Et moi, je trouve que Peter Pan, c'est une métaphore. Enfin, je pense que c'est ça de le passage à l'âge adulte. Est-ce qu'on tue ou pas l'enfant qui en soit? Et c'est ça que représente un peu les enfants perdus. Et tu vois, dans Hook, c'est que Peter Pan, il a oublié qu'il était Peter Pan et il va revenir dans le monde des enfants perdus et il va redevenir Peter Pan en se reconnectant aux enfants perdus et avec le cri de ralliement Bungarang. Donc moi, c'est un peu un mantra que j'ai de quand on oublie un peu trop et qu'on se prend un peu trop au sérieux et qu'on oublie un petit peu de continuer à jouer et à rester l'enfant qu'on était, Bungarang, et on se resitue, on se remet un peu les idées en place, tu vois. Ouais. Tu sais que c'est énormément le mantra de Robin Williams, quoi. Ouais. Paix à son âme et merci c'est lui, à toute l'œuvre qu'il a fait. Pour moi, c'est mon acteur culte. Mais tu sais pourquoi tu sais que sa fille s'appelle Zelda. Ouais. Et c'est pourquoi il est aussi marrant. Parce que ses parents, son père était vendeur de voitures itinérant et il voyageait énormément, quoi. Je sais pas si c'est vendeur de voitures, il était vendeur et il voyageait énormément et sa mère se doutait que il y avait des tromperies. Ouais. Et Robin, en tant qu'enfant, se donnait pour mission de faire rire sa mère. Ouais, pour lui changer les idées, quoi. Tout le temps. Et c'est son essence. C'est fou. C'est et c'est pour ça qu'il a ce côté clown triste, quoi, tout le temps. Ouais. Avec ses fêtes, il faisait rire, mais en même temps, il avait toujours au fond de l'œil un truc d'émotion triste, quoi. Mm-hmm. C'est ça, peut-être, qui nous a toujours tous touchés avec Robin Williams. Je pense que c'est ce qui nous touche avec le rire, en fait. Ouais. C'est que rire, ça nous permet d'accepter ce qui nous rend triste. Ouais. C'est de mieux affronter la vie, quoi. Juste la confronter. Ouais. On n'affronte pas la vie. On la traverse. Ouais. Je te propose de faire la bio express, c'est-à-dire que tu vas faire ta biographie en 20 secondes. T'as 20 secondes, tu racontes ce que tu veux, mais juste faut démarrer par « je suis né » et tu termines par « aujourd'hui je suis dans Bungarang ». Et au milieu, tu mets ce que tu veux. Tu me dis quand t'es prêt. Je suis toujours prêt. Allez, c'est parti. Je suis né un 29 novembre 1981. Depuis, je me débrouille, je fais au mieux avec ce que j'ai et j'essaie d'être tous les jours à mon strict maximum. Et aujourd'hui, je suis à Bungarang. Magnifique. T'as même 20 secondes, c'était bien trop. T'as fait 15. Super. L'efficacité. On a voyagé en 20 secondes dans ta vie, mais on va prendre plus le temps aujourd'hui parce que ce studio, c'est un peu une DeLorean géante, tu vois. Et on va se permettre de voyager un petit peu dans les couloirs du temps et ça démarre dans les années 80 pour toi. Est-ce que ça te dit qu'on est dans les années 80? Allons-y, mon Allez, ami. let's go. Ok, on est dans les années 80. Comment ça démarre pour toi? T'es où? Tu grandis où? Je suis né à Lormont. Un de mes premiers souvenirs d'enfance, c'est lorsque mes parents achètent une maison à Blanquefort. D'accord. Près de l'usine Ford. Et c'est dans quelle région, ça? C'est près de Bordeaux. Près de Bordeaux, d'accord, en Gironde. Et un de mes premiers souvenirs d'enfance, c'est de passer d'un appartement à cette grande maison vide et à tous dormir sur une natte. Ouais. Voilà, je me souviens de ça. C'est marquant. C'est quel âge t'as, là? Je sais pas.
Genre, 3 à 5 ans, je ouais, pense. là où il y a les premiers souvenirs, c'est les premiers souvenirs Ouais. qui t'arrivent, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ce moment-là dans ta vie. Ok. Comment ça se passe de grandir justement en province en tant qu'asiatique? T'es un peu le seul à l'école asiate. T'as une représentation. Comment tu te situes un peu? Ben, je pense que je dois un peu me situer un peu comme toi. C'est-à-dire que il y a les parents qui te donnent des instructions Ouais, pour te fondre dans la masse, de te faire discret, ouais, de te dire fais pas ça, sinon ils vont généraliser. ouais, Le Hills a été un combat perpétuel, autant dans mon regard envers l'autre que le regard que j'avais de mon foyer. ouais, Et ouais. Donc le fait aussi que je sais pas où ton histoire personnelle, mais je sais que moi mes parents étant des réfugiés politiques du génocide khmer, avoir été chassés et tués par ses voisins, ses frères, ouais. a nourri intrinsèquement une espèce de peur de tout, mais aussi un amour de la vie. Ouais. Et Une conscience d'une deuxième chance dans la vie, quoi. Un truc de. une conscience Ouais. de pouvoir profiter, d'être en vie Ouais, ouais. et de faire les choses. Donc, oui. Et ça, c'est ça qui t'a été transmis très, très jeune, quoi. Moi, ce qui m'a été transmis très très jeune, je pense que c'est l'amour. Je pense que c'est peut-être pour ça que je suis aussi paré à ce monde. C'est que j'ai été entouré d'amour inconditionnel. Tu vois, je te parle de mon premier souvenir d'enfance. C'est se retrouver à 5 sur une natte, 5, 6, je sais plus combien, à dormir par terre et être heureux. Je pense que ça m'a forgé dans le on n'est rien, mais on est ensemble. Ouais. Et ouais. Et on est au chaud. Ouais. On est en sécurité. Tout va bien. Et comment ça se passe justement la confrontation à la culture? C'est-à-dire que est-ce que tu as accès directement à la télé, au film, à la télé, à la musique, etc. Comment tu commences de 0 à 10 ans à te construire un petit peu? Je pense que je me construis, évidemment, grâce au Club Dorothée, Ouais. qui a été notre première nounou, notre première grande sœur, notre maman adoptive. Ouais. C'était aussi, tu vois, en tant qu'Asiate, de se dire que ta deuxième maman, c'est une grande blonde. Ouais. Ça m'a aussi relié à ce qu'est la France. Ouais. C'est ma deuxième mère, tu vois. Et l'accès à la culture était un peu plus compliqué vu qu'on, tu sais, je vais pas dire qu'on était pauvres, juste les loisirs et la culture, c'est un besoin vital qui devient trop souvent subsidiaire. Bien sûr. Et Surtout dans les années 80 où c'était encore moins pris en compte, je pense, ben oui et non, parce qu'on avait la télé, Ouais. on avait les CDI, on avait les bibliothèques, et donc oui, c'était moins facile d'accès, mais c'était là, en fait. C'était précieux, en fait. Est-ce que t'as pas eu de problème de représentation, justement, d'avoir peu de gens en télé, que ce soit des comédiens dans des films français, en musique, en présentateur, qui tu veux, mais qui nous ressemblaient finalement? Ben moi, en fait, je me suis jamais projeté dans la télé, en fait. J'ai eu cette chance-là de vivre mon enfance à Blanquefort, donc à côté de cette usine de voitures. Et donc tout mon quartier, c'était des familles d'ouvriers qui Ok. travaillaient pareil là-bas. Donc il y avait des Sénégalais, des Gitans, des Portugais, ma famille d'Asiates, une autre famille d'Asiates et des Blancs. Donc C'était très cosmopolite, donc t'as vite eu ce truc de toute façon, on est tous ensemble et on est au... ouais, c'est que et puis pareil, je me suis jamais posé la question de représentation.
Tu vois, les trucs de Bruce Lee et de Jackie Chan, j'ai été confronté à ça après mon bac. Ah ouais. Tu vois. Donc j'avais déjà, entre guillemets, l'esprit... Plus affûté pour affronter des remarques racistes, quoi. Que quand t'es dans l'enfance... C'est pas des remarques racistes, c'est des surnoms bêtes. Ouais. Parce que... C'est des raccourcis, c'est des faiblesses de l'esprit. Voilà, ouais. Et c'est pas grave si les gens prennent des chemins trop courts. Si ces gens utilisent un chemin trop court pour communiquer avec toi, ça ne sert à rien de leur répondre, en fait. Ouais. Donc oui. Je pense que le meilleur argument face à la violence, c'est le silence. Ouais. C'est de pas y répondre, de pas rentrer dans cette voie-là. Sur le côté résilience, justement, moi, une de mes rêves quand j'étais petit, c'était les Goonies. Et justement, on a vu que l'acteur Ke Kwan des Goonies, justement, il a eu une traversée du désert de plus de 30 ans. Il est revenu en prenant un Oscar là récemment. Et il a prouvé qu'on avait plusieurs vies. Et ce truc-là de résilience, de toujours croire en son truc. Et le mec a dit, pendant 30 ans, j'ai continué à faire des castings, j'ai continué à y croire, c'est ma femme qui m'a soutenu, etc. On a tous plusieurs vies et on est tous souvent à quelques mètres d'y arriver quand on abandonne. Toi, c'est quoi parce que de l'histoire et de ce que je te connais, t'es quelqu'un qui a une vraie force tranquille et qui avance et qui a dû affronter plein de choses pour y arriver. Dans quoi tu trouves cette force? C'est quelque chose que tu avais? C'est quelque chose que tu t'es construit? Tu sais, j'ai appris il y a quelque temps, en fait, que de tous les enfants, quand ma mère est rentrée dans la salle de travail, elle a même pas eu le temps de s'asseoir que je suis sorti. D'accord. Que j'avais envie d'être en vie. Ouais. Que je suis sorti... Une urgence. Voilà. Ouais, une urgence de vivre, une urgence de se remplir de l'extérieur, de se dire que, wesh, enfin. Ouais. Tu vois. Enfin, l'insécurité. Ouais. Parce que dans l'utérus de nos mamans, c'est l'endroit le plus safe ever. Ouais, bien sûr. Tu vois. Et quand je te dis enfin l'insécurité, c'est de se dire enfin, je vais apprendre. Enfin, je vais m'élever. Et enfin, je vais pouvoir être autonome. Et tu me parles de résilience, mais tu vois ce qu'a vécu Quen, c'est cool. Il a appris qu'on a plusieurs vies. Mais il y a des épreuves qui sont tellement plus compliquées Bien à sûr. surmonter. Et oui, ouais. Moi, je souhaite à tout le monde de rencontrer des nakamas, de rencontrer leur lune, de rencontrer des béquilles, des piliers, des personnes qui vous aideront à vous relever. Parce que pour moi, le stand-up, c'est pas se tenir debout, c'est apprendre à se relever. Parce que c'est comme ça qu'on apprend à marcher. Ouais, c'est grâce à nos parents qui nous relèvent et nous, comme des putains de singes, on essaie de faire ce que l'on voit. Ouais, c'est de la reproduction, donc t'es influencé forcément et par ce qui t'entoure. Donc c'est savoir s'entourer en fait la vie. C'est pas savoir s'entourer, c'est savoir que on est la moyenne des 5 personnes qui des 10 même, qui nous entourent et qu'il faut garder la place du milieu. Dans son équipage, Ouais. Pour toujours, et ne pas hésiter à changer de cercle. Parce que... On n'est jamais condamné à un cercle. On n'est jamais tributaire. Ton bateau, c'est le tien et tu décides de qui y a dessus avec toi. Exactement. Comme Luffy. Comme Luffy, ouais. On va y venir. Je te propose de faire un petit jeu. Portrait. Alors, je voulais faire un portrait chinois. On va faire un portrait chinois marrant, forcément. Ouais. Pourquoi forcément? Il n'y a rien qui te force, poteau. Moi, je me force pas. À part le clic. Cliquez, bande de salopes. Tu es le chinois marrant. C'est tellement drôle. Non, je suis un chinois marrant. Non, t'es le. Non. T'es le originel. C'est ce que vous croyez. T'es le titan originel. C'est ce que vous croyez. Ramène-nous un chinois plus marrant que toi. Et... Ben, Bouddha, la représentation de Bouddha, c'est un. Ouais, mais il était déjà bouqué. Il était déjà bouqué. Si t'étais un sentiment, tu serais quel sentiment?
Je pense que je serais l'amour. Ouais. Ouais. Parce que l'amour, c'est accepter l'autre avec tous ses bagages et accepter surtout que l'autre peut être heureux sans ta présence. Ouais. Donc, oui. Si t'étais un méchant de manga. Un méchant de manga, pour moi, il n'y a aucun méchant de manga. C'est une vision très occidentale de mettre des méchants. Pour moi, en fait, dans les mangas, chaque protagoniste a un rôle dans l'histoire et est porté par des raisons, en fait. Bien sûr. Parce que dans toutes les guerres, en fait, le méchant, il croit qu'il fait le bien. C'est une question de point de vue. Exactement. Chacun défend ses intérêts, ses idéaux et ce en quoi il croit. Mhm. Et le méchant croit autant que le gentil, enfin dans la vision cartésienne qu'on a occidentale. Mais c'est vrai que, et surtout dans One Piece, on va y revenir après, mais on se rend compte qu'il y a jamais une seule face à un cube. Et à chaque fois, Oda il prend le temps de tourner pour qu'on se rende compte que le méchant est pas si méchant. Et surtout que les poneglyphes, il y a 6 faces. Ouais. Si t'étais un des Mugiwara, tu penses que tu étais plus proche duquel? Je suis plus proche de Luffy dans la cicatrice, dans la notion de se nourrir constamment, Ouais. et dans le feu, parce que je suis encore en train d'apprendre à maîtriser le feu qu'il y a en moi. Ouais. Si t'avais les boules de cristal. Je pense qu'en fait, tu vois, pour moi, en fait, les boules de cristal, c'est les 7 boules de cristal, en fait, c'est qu'une allégorie des 7 vertus à aller chercher. Et c'est vrai que pour moi, quand tu arrives à lutter contre les 7 péchés capitaux et à trouver donc ces 7 vertus-là, en fait, la voie de tes vœux se réalise, en fait. Donc, ouais. Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est quand t'es accompli, en fait. Quand t'es en paix à l'intérieur, quoi, que t'as réussi à gérer toutes tes... Quand t'es un cœur pur, tu vois, parce que Son Goku ne voyage que sur un nuage magique où il faut avoir le cœur pur pour naviguer dessus. Et la pureté, c'est la conjecture de ces 7 contre-péchés capitaux. Ouais. Si t'étais pas humoriste. Je pense que je serais amouriste. J'essaierais de prôner le Bouddha Wakba. Est-ce que... Ouais, mais en tant qu'humoriste, tu peux être ça aussi, c'est aussi prôner l'amour. Oui, mais je pense que les gens prônent tous l'amour, en fait. Mais parce que l'amour est tellement un sentiment et un mot, une chose impalpable, que beaucoup de gens ont du mal à l'exprimer convenablement. Beaucoup de gens ont du mal à le comprendre, l'amour. C'est peut-être ça aussi, beaucoup. À le prendre. Problème. Beaucoup de gens ont du mal à s'aimer eux-mêmes. Et ont besoin des autres, des retweets, des likes, de tout ça, pour ne pas se donner le temps de s'aimer. Ouais. C'est du simili pour avoir l'impression qu'on a. Ouais. Comblé, on est des drogués au fake. On est on cherche le AliExpress de l'amour. On va chercher ailleurs et d'un simple doigt ce que l'on a déjà, et c'est de contrefaçon, quoi. Je pense que on est dans une période où on se donne tous de l'amour de Wish. Ouais. Même de l'amour de Wesh. Je te propose qu'on aille dans les années 90. Est-ce que ça te va? Ah, évidemment. Très belle époque. Allez, let's go. Ok, on est dans les années 90.
C'est un super voyage qu'on vient de faire. Ouais, c'est beau, hein. Ah ouais. Donc là, tu passes un petit peu, tu sors de la petite enfance, t'arrives dans la préadolescence, t'as 10 ans, et puis à la fin des années 90, t'es même majeur. Comment ça se passe cette décennie-là? C'est la découverte de plein de choses, j'imagine, la construction de plein de choses, et surtout, arrive l'arrivée du sujet de notre podcast, One Piece, œuvre majeure, pour ne pas dire l'œuvre ultime. Je ne pense pas que ce soit l'œuvre ultime. Ah ouais? Ouais. Parce qu'on n'a pas la même notion du temps. Ouais. Pour toi, c'est peut-être l'œuvre ultime, mais pour les gens qui vont regarder ça, peut-être dans 50 ou 100 ans. Ouais, oui, peut-être. Voilà. Je sais pas, tu penses quelle trace va laisser One Piece dans le temps? Je pense que comme beaucoup d'œuvres trop complexes, Oda sera vu comme un prophète Ouais. dans 300 ans. Ouais. On se rendra compte en lisant ses écrits qu'en fait, il avait déjà tout dit. Il avait schématisé l'humanité, en fait. Mm-hmm. Et donc, toi, comment ça se passe, justement? One Piece, directement, dès que ça arrive, t'es dans le wagon ou c'est plus tard que ça t'arrive? Comment tu... C'est, comme je t'ai dit, mon enfance n'était pas... Tu vois, tu me parles de 10, 11 ans. Moi, je me suis rendu compte qu'on était, entre guillemets, pauvres. Quand la NES, je découvre que c'est mon cousin. C'est des gens qui ont voyagé, qui ont fait le même voyage. Oui, on connaît les cousins. Parents, voilà. Oui, mais les gens le connaissent pas. Voilà, pour les auditeurs, visualisateurs, spectateurs, pour les gens, pour les découvreurs, les humains. Dans la culture orientale, en fait, souvent on appelle tonton des amis parce qu'on fait tous partie de la même famille. Et souvent, les gens qui ont navigué avec nos parents, ils font partie de la famille. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que des fois, dans des films asiatiques, on a des 13e tantes. Bien sûr. Oui, mais les gens ne comprennent pas. C'est que le lien n'est pas défini par le sang, mais défini par le voyage. Voilà, exactement. C'est ça. Et c'est un peu ce que, justement, c'est un peu l'esprit shonen, en fait, en vérité. C'est que c'est le voyage. C'est un peu l'aventure et ce qu'on partage qui va créer les liens, plus que la condition de départ. C'est ça. Et c'est ce on est avec le bouddhisme, tu vois. Il dit que qu'importe la destination, ce qui compte, c'est le voyage. Ouais. Et c'est pour ça que moi, chaque jour, je vois la vie comme un voyage. Et les personnes que je rencontre, les endroits, ce sont des mini-îles où j'essaie de comprendre les codes, les chefs, les règles. Ouais. Et ouais, quoi. Mais c'est un peu ça, c'est qu'on n'est pas conditionné par une situation de départ, on n'est pas condamné, quoi, à une condition de départ, et qu'en fait, il faut prendre le risque de prendre ta petite barque, aussi fragile soit-elle, pour pouvoir t'émanciper et faire ton voyage, quoi. Ouais, et c'est pour ça que j'ai ri en arrivant ici, parce que l'adresse, c'est rue des Pirogues de Bercy. Ouais, c'est marrant, hein. Et que tu me parles de vraiment petite barque fragile. C'est ça, hein. Et peut-être même que, juste de se dire que, tu sais, nous ne sommes pas dans le même bateau. Nous sommes tous le même bateau. Ouais. Et peut-être que oui, que chacun devrait apprendre à se dire qu'on fait partie du tout, du One Piece. Ouais. C'est ça. Pour mieux naviguer dans la vie, en fait. Mais c'est ça, mais t'as souvent, je trouve que t'as une destinée qui pourrait être le scénario d'un shonen, un peu. C'est que tu pars de ta petite province, t'arrives à Paris, t'as un rêve en tête, tu te bats, tu fais tes rencontres, et tout ça, en fait, en vérité, c'est très similaire à un scénario de shonen. Est-ce que toi, justement, dans les œuvres que tu lisais, dans One Piece, etc., tu te transposais sur ta propre vie et ce que t'étais en train d'affronter? Pas du tout. Ouais. C'est, en fait, moi, c'est ce que j'admire dans la culture japonaise, c'est que grâce au shonen, ils transmettent ces valeurs-là, de loyauté, d'amitié, pas de manichéisme. Et
là, tu vois, on parle de One Piece, mais Vinland Saga, Ouais. c'est incroyable. Le Nindo le dernier message que laisse Thor à son fils, je n'ai pas d'ennemis. Waouh. Ouais. Surtout dans cette période, tu vois. Et surtout aussi dans la dépression. Ouais. Parce que souvent, quand tu es triste, tu te fouettes, tu culpabilises, tu ne te pardonnes pas. Tu as du mal à t'aimer. Et il faut accepter que tu n'es pas ton propre ennemi. Ouais. Tu es ton premier ami. C'est ça. Donc voilà. Tu dois être ton premier allié, en fait, pour pouvoir... Et souvent, les gens, ouais, la première personne à faire monter dans le bateau, c'est toi, quoi. Ah, évidemment. Ouais. La première personne à ne pas laisser sur l'île, c'est toi. Ouais. À faire partir de l'île, c'est toi, ouais. Si tu prends pas la route, Ouais. comment tu veux convaincre les autres de te suivre? En fait, il faut pas convaincre les autres de te suivre. Parce que tu vois, Vivi, elle fait partie de l'équipage. Ouais, Et c'est juste qu'elle a des choses à faire. bien sûr. Mais elle fait partie du voyage. Ouais, Et tu vois, c'est un des premiers messages que l'on lit dans One Piece. ouais, C'est que les liens que tu crées avec les gens, qu'importe le temps, ils resteront là. ouais. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure, tu sais, du fait que toi et Wam, on n'a jamais pris le temps de se rencontrer vraiment, de se parler, comme on peut le faire là, alors que... Mais ça, c'est un truc un peu symptomatique, je trouve, de notre époque. On a beaucoup de relations, on les multiplie en plus avec les réseaux sociaux, mais combien on a de vraies relations, tu vois, de gens avec qui tu as des vraies discussions, de gens que tu connais vraiment finalement, et en fait, tu te rends compte que c'est rare. Ben, Les vrais moments d'échange, les vrais moments de confession, les moments où on s'ouvre et on n'est pas dans du social, tu vois, ils sont très très rares en fait. Et t'as pas besoin même de t'ouvrir, Hmm. tu vois, parce que il y a les moments, tu vois, tu me parlais de ta famille, moi je te parle de la mienne, et je pense même tous les humains qui entendront les rares moments où le silence n'est pas pesant, Ouais. c'est des moments de grâce. Hmm. Parce que c'est là où tu te rends compte, en fait, que tu peux laisser le vide t'habiter Ouais. avec des gens et avoir confiance en ça. C'est la confiance en fait Ouais. qui rend les échanges compliqués et le silence pesant, ouais. Mais parce que beaucoup de gens ont plus confiance en eux. On comble un vide, on préfère combler avec pas grand chose. On comble le vide par du vide en fait. On comble peut-être pas le vide par le vide, on comble le vide par un simili-vide. Ouais. Parce que c'est pas du vide, toutes ces choses-là. C'est du simili. Ouais. C'est de la fausse amitié. C'est encore de pire. la faux amour. C'est, ouais. C'est, Et c'est peut-être pour ça que les gens se sentent finalement seuls. Même ouais. s'ils ont beaucoup de gens autour d'eux, qu'ils ont beaucoup de relations, qu'ils ont beaucoup de... Qu'ils ont beaucoup de followers, qu'ils ont beaucoup de likes, qu'ils ont beaucoup de... non. Otto. Qu'ils ont beaucoup de numéros. Ouais. C'est sur... Combien de gens t'appellent vraiment? Combien de gens à qui tu parles vraiment? Combien de gens t'appellent quand tu n'es rien? Combien de gens vont venir te voir au parloir Ouais. quand tu es en prison? Combien de gens vont venir à l'hôpital quand tu es malade? Allez, 10 grand maximum. Et encore, t'es chanceux. Tu serais quelqu'un de Tu très serais chanceux. très chanceux. Donc toi, les années 90, c'est une période où t'es... comment tu la traverses? T'es quelqu'un qui est heureux, t'es sûr de toi, t'es timide. T'es quel type d'ado? Je suis un adolescent, comme tous les adolescents, en remise en question. Ok. Parce que, tu sais, l'adolescence, c'est ce moment de transition. Ouais, t'es entre l'enfance et l'âge adulte. T'es le cul entre deux chaises. Et tu passes du collège au lycée. Ouais. C'est violent, de hein, les la changements primaire. t'es le plus grand
Du collège, t'es le plus petit du lycée. En fait, tu passes de primaire, collège, lycée. Ouais. C'est-à-dire que tu passes du plus grand au plus petit, du plus grand au plus petit. Ouais. Et donc, et le changement, ça fait peur. Ah, de ouf. Je parle pas à François Hollande. Parce que c'était pas un changement qui nous a fait. Vous verrez le cul qui voulait dedans. Mais c'est juste que oui, le changement, ça fait peur. Mais il faut jamais oublier que l'humain s'habitue à tout. Ouais. Même au pire. On sous-estime beaucoup, en fait. On sous-estime beaucoup notre capacité à affronter les changements, et je pense que les gens se pensent beaucoup plus faibles qu'ils ne sont. Et c'est pour ça qu'ils ont peur du changement, ils ont peur de sortir de leur zone de confort. Mais ils ont aussi peur de chuter. Bien sûr. C'est-à-dire que le luxe, c'est tellement fou. Ouais. C'est la première fois où tu voyages en business class. Je fais waouh. Ouais. Ah ouais, on peut mettre des jambes dans les avions. On peut dormir dans un avion. Ah ouais, les mecs. Ouais. On peut manger convenablement. Ouais, j'étais vraiment obligé d'enlever mes tibias et de les mettre dans ma valise pour pouvoir m'asseoir. Tu te rends compte, en fait, de ça. Et je pense que, tu vois, ce moment d'adolescence, ça a été le moment où t'es confronté surtout au jugement. Ouais. Et donc... C'est vrai que quand t'es enfant, le regard de l'autre sur soi, on s'en fout un peu, tu vois. Il y a un truc de moins de conscience. Un enfant peut faire une démarche bizarre dans la rue, il s'en fout, le regard des autres n'existe pas. Exactement. Et là, le passage à l'adolescence, je trouve, on donne beaucoup d'importance au regard de l'autre et beaucoup d'importance à son propre regard sur soi-même. Et c'est ça qui est un peu le moment clé, je trouve, de qui on va devenir adulte. Et c'est le moment aussi où tu commences à t'intéresser aux marques. Ouais, c'est ça. Pour faire partie. À ton apparence, il y a quelque chose de... la dimension sociale rentre en jeu, en fait. Exactement. Et la dimension de classe. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de phrases inspirantes dans One Piece. On va jouer un petit jeu qui a dit ça. Je vais te dire des phrases et on va voir si c'est des phrases que tu te rappelles et tu sais qui l'a dit dans One Piece. La passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Allez, je sais pas. C'est un peu l'instigateur du Nindo suprême. J'ai été dire que c'est Roger. C'est Roger. Mais parce que pour moi, il dit juste les rêves des hommes ne meurent jamais. C'est fou, hein. Continue ta route, observe le monde de tes propres yeux et alors, peut-être qu'à la fin de ton voyage, tu parviendras à une conclusion différente de la nôtre. Oh. Elle est forte, celle-là. Rayleigh ? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu penses que pour toi, c'est lui le sensei de Luffy ? Pour moi, Luffy, c'est son propre sensei. Parce que c'est vrai que par rapport aux autres mangas, où tu as des sensei très clairement définis, comme Jiraiya, comme Kame Sennin, etc. Dans One Piece, il a pas un sensei... il a Riley avec qui il passe du temps pendant les livres des 2 ans, mais au-delà de ça, ouais, comme tu dis, c'est lui-même son sensei ? C'est sa destinée, c'est quoi ? Parce qu'en fait, je pense que ce qui est incroyable et croyable en même temps avec Luffy, c'est qu'il se nourrit des gens. Ouais. Il se nourrit c'est le monde, en fait, son sensei. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que One Piece, c'est la vie. Ouais. C'est que les gens ont tendance à oublier qu'il faut se nourrir de toutes les relations et tous les échanges que tu peux avoir. Bien sûr. Avec qui que ce soit. Ouais. Parce qu'on coupe facilement court à la discussion et à la communication. Ouais. Sous prétexte qu'on n'a pas le temps. Ouais, faut se nourrir. Faut être en éponge tout le temps. Et c'est Luffy est comme ça. C'est toute cette métaphore de il mange énormément, etc. En fait, il se nourrit du monde, quoi. Mais comme Sangoku. Mange le monde. Tu vois. Ouais. C'est pour ça que beaucoup de héros de shonen se nourrissent. Ouais. Constamment. Ils se nourrissent du monde. Les Saiyans peuvent manger illimité. Naruto, il fait que manger. Que bouffer des ramen. Ouais. Et ils grossissent pas, parce qu'en fait, ils se nourrissent des gens, en fait. Et dans Dragon Ball, tu vois, tous les personnages ont des noms de comestibles. Ouais, bien sûr. Dans la vie, il n'est pas interdit de pleurer, mais cela ne doit en aucun cas t'empêcher d'avancer. Merde. Je sais pas. Je vais dire peut-être le sensei de Sanji.
Non. C'est Shanks. Shanks. C'est Shanks Wow. qui dit ça. C'est des phrases qui sont toutes lourdes de sens, je trouve. Tu peux le redire? Dans la vie, il n'est pas interdit de pleurer, mais cela ne doit en aucun cas t'empêcher d'avancer. C'est que tu peux être triste, c'est normal, mais ça doit pas être une excuse pour ne pas continuer de tracer ta route. Ça doit pas te... C'est bizarre que Shanks utilise le mot interdit, en fait. Pourquoi? Parce que pour toi, Shanks, c'est quelqu'un qui... Oui et non. Maintenant que tu me le dis, c'est peut-être ça. Ok. Parce que, ouais, je sais pas où en sont les gens sur Ouais. qui est Shanks, mais voilà. C'est vrai qu'on en sait un peu plus. Après, on est là pour le 106. Hein. Les gens, normalement, ils savent à peu près que Shanks... Shanks quoi? Bah, il est de lignée... il est de lignée céleste. Ouais, mais céleste, ça veut dire quoi? Bah, c'est qu'il est de la... Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est affranchi de ce statut, tu penses? Je sais pas. C'est ça qui est cool, en fait. Ouais. C'est peut-être de se dire que Shanks fait peut-être partie de... Comme l'histoire du prince Siddhartha. Mhm. C'est-à-dire qu'il avait peut-être eu tous les privilèges Ouais. et qu'il s'est rendu compte que c'était... un homme devient un homme en ayant souffert, en fait. C'est ça. Et donc, c'est mêlé aux autres. Les gens normaux ont peur de se battre. Les gens normaux ont peur de perdre. Les gens normaux ont peur de mourir. Je ne suis pas normal. Zoro. Luffy. Luffy. Oh là là. Il a peur. Il a jamais peur. Ah oui, alors il faut savoir que moi, je ne regarde pas les animés. Ah oui. Donc, les VF... Je te mets la dernière parce que je l'aime beaucoup. En plus, c'est un personnage que j'aime bien, qui est un peu sous-coté, je trouve. Enfin, on n'en parle pas assez. Ouais. Quoi qu'il arrive, ne perdez jamais espoir face aux adversités du monde qui vous entoure. Soyez assez fort pour pouvoir rire de tout. Ne vous préoccupez pas du regard des autres. Bunaimin. Ça aurait pu. C'est belle-mère. Belle-mère. Ah, ça tue. Personnage incroyable. Ah oui. Personnage incroyable, belle-mère. Mais tous les personnages sont incroyables. C'est Complètement. vrai. C'est vrai qu'ils sont tous incroyables, mais belle-mère, on la cite pas assez souvent, je trouve. Oui. Le sacrifice qu'elle fait, etc. Évidemment. Complètement. Évidemment. C'est la première à s'opposer vraiment, je trouve, dans l'œuvre de manière aussi forte, tu vois, où on voit, parce que sa scène est violente, je trouve que c'est la première scène où ça a un vrai choc. C'est la première mort, non, Non, la première mort, c'est... Non, c'est bon, au-delà de Goldie Roger, mais... Non, c'est quand... au moment où il y a un pirate qui attaque Shanks et que... Ah oui, c'est vrai. Il lui tire dessus en mangeant un poulet. Ouais. Mais en tout cas, d'un personnage qu'on avait nommé, suivi, c'est la première perte, quoi. Oui, oui. Oui, c'est la première fois où tu te dis... c'est possible dans cet univers, quoi. Il y a des gens qui meurent, quoi. Ouais, des gens où tu peux être attaché. À des persos qui meurent. Et c'est un monde où il y a autant de cruauté que dans notre monde à nous, quoi. En fait, c'est ça qui est bien avec One Piece, c'est qu'on se rend compte, en fait, de ce que représente la mort. Ouais. Parce que les personnages qui disparaissent, ils nous manquent. Ouais. Et même les personnages qu'on ne voit plus de vue, ils nous manquent. Ouais. Et c'est ce qu'est la vie. Ouais. Est-ce que ça te dit qu'on est dans les années 2000, Boone? Allons-y. C'est cool, les années 2000. Oui. Allez. On est dans les années 2000, Boone. T'as enlevé la veste pour bien accueillir les années 2000. Pour te mettre en mode concentré. En mode paix, en mode blanc. Les années 2000 ont été le début pour moi de la fin. Ouais, c'est-à-dire l'arrivée d'Internet. C'est vrai. Et le fait que l'interconnexion de tous les cerveaux a fait en sorte que les gens ont commencé à être, je vais pas dire dégénérés, mais corrompus par le pire des autres. C'est quoi, c'est Skynet de Terminator? On était dedans? Non, c'est juste que, tu vois, le fait qu'on puisse voir qu'il y a des gens qui critiquent plus, qu'il y ait des gens qui sont plus moches que nous, qui est pire, etc. et tout, et ben ça nous a poussé à être de pire en pire, en fait. Pour toi, c'est forcément que du négatif qu'a résulté d'Internet, ou ça a aussi fait émerger des trucs bien? Ça a tout émergé. C'est comme tout. Tout a été multiplié, en fait. En fait, tout est maintenant quasiment à la vitesse du cerveau. Ouais. Et ça rend fou, en fait. Ça va même plus vite que le cerveau. Ce qui fait que les gens n'ont plus besoin de réfléchir. Quoi. Non, ça va pas plus vite que le cerveau. Ouais, mais avec l'IA et tout, là, on est un peu dans cette... Oui, mais parce que l'IA, elle fait des choses. Le cerveau,
il calcule, il réfléchit, il est tout le temps en train d'avoir des sous-programmes. Tu vois, là, t'es en train de me parler, mais en même temps, il y a un chronomètre sur toi, sur le timing. Attention, il y a une éclipse qui arrive. Multitâche. Tu vois, voilà. Donc, oui, on est, quelle que soit l'IA, elle ne rattrape pas encore la puissance du cerveau. Ouais. C'est quand on en arrivera au quantique que là, il y aura un problème. Là, il y aura un problème, ouais. Et justement, on disait que Oda, c'était un visionnaire qu'on verra dans 300 ans. Est-ce que tu penses qu'avec l'arc Egghead dans lequel on est en ce moment, il parle des nouvelles technologies? C'était un peu inattendu dans One Piece, où justement, d'un coup, il se met à parler de technologie, etc., et d'interconnexion, de démultiplier son cerveau, ces choses-là. Est-ce que sur ça aussi, il était visionnaire de ouf? C'est ouf t'as vu qu'on synchronise la discussion en même temps sur très très bon taf. Tu vois, comme quoi t'es plus rapide que le cerveau. C'est fou, hein. Et je veux dire, oui et non, c'est inattendu. Il faut, parce que voilà, quoi, tu sais, on est dans une ère d'amnésie et de surprise. Ouais. Mais lorsque tu regardes l'œuvre, il faut jamais oublier, en fait, qu'il y a les 300 ans oubliés. Qu'il y a une civilisation et un monde perdu. Tu vois. Ouais. Donc, tu penses qu'en fait, ils sont beaucoup plus avancés et ils ont été plongés un peu dans l'obscurantisme exprès pendant 300 ans? C'est ça ces 3 siècles-là vont faire ressortir ça? Parce que tu vois qu'il y a des trucs qui sont censés être anciens, mais qui ont l'air technologiquement beaucoup plus avancés. Tu penses c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut raconter par là? Je pense qu'il raconte pas. Je pense qu'il constate. Ouais. Et que oui. Ne serait-ce que les pyramides, qui ne serait-ce que le Moyen-Âge, à quel moment, entre 800 et 1200, il s'est rien passé. Ouais. Tu vois. Après, on a appelé une ère la Renaissance. Ouais. Comme s'il n'y avait pas eu de mort. Ah ouais. Tu vois. Comme s'il y avait vraiment eu une histoire effacée, acceptée. Et puis, oui, tu sais, par exemple, les premières versions de la Bible ont été retranscrites plusieurs siècles après ce qui s'est passé. Oui, donc forcément, ça a été relaté, ça a été l'histoire. En fait, on se rend compte que c'est pas récent, que ce qu'on se disait tout à l'heure, l'important... L'homme place beaucoup le curseur par l'important, c'est pas ce qui se passe, mais ce qu'on raconte. Comme quand on disait tout à l'heure, l'important, c'est pas de vivre quelque chose, mais de le poster en story, tu vois. Et on a toujours, en fait, depuis l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu ce truc-là, plutôt que ce qui s'est passé et que l'expérience en elle-même, l'important, c'est ce qu'on va relater, ce qu'on va raconter, ce qu'on va faire semblant d'exister, en fait. De ce qu'on va placer en l'an zéro, de ce qu'on va placer en naissance, de ce qu'on va placer en date. Et en référence. C'est pour ça que lorsque tu me disais que ça servait à voyager dans le temps, pour moi, on voyage pas dans le temps. Pour moi, c'est le temps qui voyage en nous. Ouais. C'est cette 4e dimension-là qui nous traverse, en fait. Pour moi, il n'y a pas de passé, présent, futur. Pour moi, tout se passe en même temps. Comme dans SNK. Comme dans SNK, mais comme dans nos têtes. Ouais. Tu sais, combien de fois... tu revis des souvenirs et tu les sens dans ta chair. Ouais, bien sûr. Combien de fois tu vois des choses dans tes rêves ou dans des songes et 3 ans plus tard, tu le vis. Ouais. Combien de fois le présent, que tu penses être le présent, n'existe déjà plus, en fait. Ouais. Et combien de fois, à quel point chaque moment est un présent, est un cadeau, en fait. Il y a un moment de joie. Ouais. Donc c'est 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 sur ça, je pense qu'il est visionnaire dès le départ. Oda, c'est dans la fresque qui est construit. Mais quand tu penses que quand ça démarre en 97, il a déjà une vision qui est hyper contemporaine par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, presque 30 ans après, sur la société de l'image, d'omettre des choses, et que le plus important pour les gens, c'est ce qu'on leur raconte plutôt que la vérité, tu vois. Et qui est hyper... aujourd'hui, on n'est que dans ça, dans la communication. On le voit avec les guerres qu'on vit aujourd'hui, où toutes les opinions, tout n'est qu'une guerre d'image, en fait, au final. Tout est une guerre d'image, de représentation, de jeu
et de pièces de théâtre. C'est ça. Et j'ai l'impression, en fait, que peut-être visionnaire, ça donne trop un truc en mode c'est pour le futur, mais juste visionnaire, pour moi, c'est juste avoir une vision un peu plus reculée. Oui, c'est ça. C'est une vraie lucidité. Ouais, une lucidité, voilà. Une lucidité sur sur l'être humain, en fait, et son comportement. Qui, en fait, quand on dit c'est aujourd'hui, mais en fait, ça a toujours été le cas, comme tu dis. C'est, pour moi, en fait, quand je te dis qu'il sera reconnu comme un prophète dans 300 ans, c'est, pour moi, prophète, en fait, a été mal orthographié. Pour moi, prophète, c'est PRO-FETE. C'est des gens qui disent aux gens de faire la fête, d'être heureux, de se réjouir d'être en vie, de limite même de profiter, tu vois. Et que je pense que c'est ça le message des prophètes et des livres sacrés. Oui, qui ont été à l'inverse instrumentalisés pour justement limiter les gens en leur donnant des règles. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Alors que pour toi, le message originel, c'était au contraire. Profitez, vivez. Fais. Ouais. Fais. Tu vois, tu sais, moi j'ai envie de créer une marque. Tu sais, au lieu de la virgule, ça sera un point-virgule. Et ça serait We did it. On a fait. On l'a fait. Tu vois. Et je pense même que ça pourrait être mon épitaphe. Un point-virgule. On l'a fait. Ça serait quoi d'ailleurs ton épitaphe? Tu voudrais quoi? Ben ça, peut-être. Un point-virgule? Un point-virgule. Parce que en vrai, j'ai un corps de point-virgule. La silhouette est un point-virgule. Et mais oui. Parce que c'est aussi un de mes nindos, en fait, le point-virgule. Ouais. Mais le point-virgule à l'envers, c'est un point d'interrogation. Pardon? Un point-virgule à l'envers, c'est un point d'interrogation. Donc, est-ce que c'est pas la réponse à une question? Exactement. Le point-virgule? C'est ça. C'est oui et c'est le nindo de l'improvisation. Ouais. C'est tu acceptes la proposition de l'autre et tu proposes quelque chose d'autre pour qu'on construise ensemble. Et c'est le nindo de ma vie. C'est de la conscience, c'est de la confiance en l'autre, en fait. Et l'accepter. Et que l'autre te fasse confiance parce que tu acceptes qui il est et ce qu'il a à te dire. Est-ce que tu penses que les hommes arriveront à s'élever un jour et justement à comprendre ça? Je sais pas. Et à vivre ensemble? Quand tu parles des hommes, c'est les humains? Les humains. Ok. Les hommes avec un grand H. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est voué à l'échec ou c'est quelque chose qui est... C'est pas une chimère de penser qu'un jour les hommes pourraient apprendre à vivre ensemble? Je pense que les hommes, les humains, savent déjà vivre ensemble jusqu'à leurs 6-7 ans. Jusqu'à ce que la société les oblige à cohabiter, à ne plus être des anges, à plus être innocents, à se sentir coupables. À partir du moment où on leur met des interdits, c'est là qu'ils commencent à être corrompus. Ouais. Parce que pour braver les interdits, ça demande autant du courage que de pouvoir peut-être s'acheter les droits, tu vois. Et c'est pour ça que, de base, je pense que ce document des droits de l'homme est juste mal écrit. Ouais. C'est comme si c'était des règles à la condition d'humanité, quoi. Exactement. Ouais, comme si on pouvait légiférer sur le droit de vivre. Et qu'on oublie la femme. On oublie que l'humanité, c'est des hommes et des femmes. Ouais. Je te propose qu'on aille dans les aujourd'hui. Ah, ok. Alors, voyons-en. On est déjà aujourd'hui. Est-ce que ça te va qu'on aille avec plaisir, avec bonheur. Avec bonheur. Ah. Boone, on est dans les années 2000. T'as mis ta casquette comme dans les films du début des années 2000, un peu. Comme les mecs qui devaient jouer un peu des racailles, mais c'était mal joué, tu vois. C'est très très bien quand t'as fait les années 2000, t'avais comme ça. Bah, ils étaient comme ça souvent, ils étaient là, wesh wesh. Eh, wesh wesh, me cherche pas des crosses, man. Wesh. Moi j'ai dansé exactement comme ça. Donc ouais. On est dans les années 2000, on est aujourd'hui, pardon. Qu'est-ce que je dis? Putain, je reprends. J'ai dit non, 2000, ne reprends pas. Parce que c'est ça la vie en fait. C'est que comme je
On est en 2000, on est en 80, on est aujourd'hui. On est aujourd'hui, on s'en fout. On s'en fiche. Et bon, on est en 2023. Exactement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Que peut-être que même on est déjà en 2024 quand toi t'entends ça. On sait même pas. Tu vois? Ouais, t'es n'importe quand. Et ça se trouve, t'es même dans le passé, t'as réussi à trouver une faille temporelle. Exactement. Et tu nous regardes, tu dis putain. Et c'est ça le futur. C'est le mec qui porte toujours les casquettes comme ça. Exactement. Le mec qui sort de. Putain, c'est toujours comme ça, c'est toujours la mode. Exactement. Toujours la mode, ça. Ouais. Aujourd'hui, du coup, je trouve qu'on est dans une ère un peu nouvelle avec sur la consommation artistique, avec les plateformes, etc. Où ça a un peu changé par rapport à avant. On avait le cinéma, la télé, c'était vraiment, on a un peu cassé l'espace entre les deux. Où le cinéma est un peu chez toi, quoi. Toi, qu'est-ce que ça a changé sur ta consommation? Tu consommes ça pareil? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de négatif pour l'industrie, pour l'art en général? En fait, c'est surtout négatif pour l'humain, dans la mesure où la culture, c'est fait pour relier les gens. Et avant, c'était un rendez-vous, que ce soit le cinéma, que ce soit le théâtre, que ce soit le one man, le stand-up. Et aujourd'hui, les gens consomment pour consommer. Ouais. Et ça devient individuel, des expériences individuelles, voire même des expériences où tu fais quoi? T'as pas vu ça? Et tu deviens un has-been alors que c'est sorti il y a 3 minutes. Ouais. Tu vois? Ça devient un peu égoïste, quoi. C'est plus du tout du partage. Très, très, très égoïste. C'est plus du tout du partage, les films. C'est plus quelque chose de social, mais quelque chose de... T'as même maintenant, dans les maisons, chacun regarde dans sa chambre et tout, sur son compte à lui. Son truc, c'est plus quelque chose de... On se retrouve sur le canapé, on partage, on en parle après, etc. Ouais. Et pareil pour les informations, tu vois. Avant, nous, on avait le journal de 20 heures. Tu vois, c'était 2 fois par jour, les infos. C'était un rendez-vous. C'était un truc qu'il fallait prendre avec parcimonie. Là, aujourd'hui, les informations et la désinformation vient tout le temps. Et tu vois, juste l'information en continu, non, mon poteau. Ça peut pas exister, Mais c'est pas que ça peut pas exister, c'est qu'à un moment, tu satures. Tu sais, j'en parlais, le droit au repos, le besoin du repos, le cerveau a besoin de remettre en ordre les choses, les informations. Les traiter, en fait. Voilà. Traiter, digérer. C'est comme si tu mangeais de temps en temps... Sans chier. Sans chier, c'est ça. Donc oui, il faut digérer les choses. Et quand tu chies, tu filtres. Et quand tu dors, tu filtres. Tu vois, c'est pour ça que de temps en temps, il y a des cauchemars. De temps en temps, il y a des gens qui crient, qui hurlent, qui pleurent, qui bougent pendant leur sommeil. C'est des cellules de décompression, quoi. Pouvoir... Oui, évacuer trier les choses. Parce que par manque de sommeil, il y a des toxines qui restent dans le cerveau et qui peuvent rendre fous les gens. Il y a une œuvre qui est venue récemment, c'est l'adaptation live action de One Piece. Tu imagines que c'est un mec qui a une casquette sur la droite qui te dit ça. Attention, devenez pas fou quand même. Dormez. Ça va devenir une nouvelle région. Casquette sur le teco. Le bounisme. Le bounisme. Allez, rejoignez-moi. L'adaptation live action, c'est quelque chose qu'on a tous les deux apprécié. Alors qu'en plus, on était assez réticents, mais comme la grosse majorité de la communauté. Tu m'as inclus dans le on? Non. T'étais pas réticent, toi? Pas du tout. Ah ouais? Pas du tout, pas du tout. T'as pas du tout été traumatisé par Dragon Ball Evolution, par même Saint Seiya plus récemment? En fait, moi, je suis juste émerveillé de l'essai. Donc, que ce soit une réussite ou un échec ou une catastrophe, pour moi, juste avoir essayé, c'est beau. Parce que un film, une série, tout ça, c'est réfléchi, c'est des équipes, c'est des gens qui donnent de leur temps pour un projet, une unification, tu vois. Et donc, un voyage. Donc, moi, je suis juste là à voir, ok, ils ont essayé. Ça donne ce que ça donne, mais on a essayé. Mais je trouve qu'il y a une mesure dans le sens où, par exemple, sur un film comme Dragon Ball, tu sentais que les Américains, c'était pas une volonté d'essayer de faire quelque chose, mais c'était juste, c'est une licence, ça a l'air de faire de la thune, venez, on le fait, mais on prend même pas le temps de lire l'œuvre. Et des années plus tard, le réal s'est excusé en disant qu'il avait jamais lu Dragon Ball, ce qui est ouf, tu vois. Et je trouve que par rapport à l'adaptation One Piece, où justement, il y a eu un respect de l'œuvre, un respect de Oda. Après, il y a eu une implication de Oda directement, mais je trouve que c'est ça qui a tout changé, en fait. Ce qui a tout changé, c'est, t'as dit, les Américains. Ce que One Piece, c'est que les showrunners, y en a un qui est afro-américain et l'autre qui est métis. Steve Maeda qui est moitié japonais,
Donc, il y a voilà, l'Amérique, génétiquement, dans leur histoire, s'en battent les couilles. Ouais, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème de qu'est-ce qu'il y a avant, de qu'est-ce qu'il y a après. Alors que les métis, les mélanges, ne s'en battent pas les couilles du passé et prennent en compte le présent pour le futur. Donc oui, ça a tout changé, en fait, ça. Que les responsables soient responsables. Ouais. Et toi, c'est quelque chose, donc t'es pas réticent sur le... Parce que t'en as qui fondamentalement, même le principe même de rendre humain, entre guillemets, et d'adapter des mangas, ils sont contre même le principe. Parce qu'ils disent ça ne doit pas exister, ça doit rester du domaine de l'imaginaire, ça doit rester des œuvres graphiques. Toi, t'es ouvert à ça, c'est pas quelque chose qui... Ben, c'est à partir de là que naît le nazisme, en fait. C'est les gens qui disent ça doit pas exister. Eux, ils doivent pas exister. Ouais. Pour qui tu te prends pour dire que ça ne peut pas exister? Tu vois? Ouais, pour t'approprier et interdire, quoi. Exactement. Pour moi, c'est l'ère dans laquelle on est en train de naître depuis les années 2000. Donc, de cet égocentrisme-là. On se dirige tout droit vers le néo-fascisme. Il y a que des gens fâchés. Ouais. Et qui interdisent aux autres d'exister. Ouais. Mais comme tu as des sujets, on l'expérimente avec l'humour. C'est de plus en plus un terrain miné où tu as l'impression qu'il y a des sujets qu'on n'a pas le droit de dire, des vannes qu'on n'a pas le droit de faire, qu'aujourd'hui on a peur du bad buzz, entre guillemets, etc. Toi, c'est quelque chose comment dans toi qui a commencé l'humour il y a longtemps et qui a justement peut-être connu plus d'autres époques, par rapport à aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui a changé dans ton process où tu te dis il y a des sujets, il faut faire un peu plus gaffe, ou est-ce que ça n'a rien changé? Comment t'as vu ça? Pour moi, en fait, ça n'a rien changé. La pression médiatique est toujours la même, en fait. Coluche, il y allait, malgré la pression médiatique. Daniel Balavoine s'exprimait malgré la pression sociale des dirigeants, tout ça. L'abbé Pierre faisait, malgré les choses là, toutes les pressions politiques, ouais, mais sociales, tu vois, le point commun de ceux économiques. que tu m'as cité, c'est que c'est des gens des années 80, où j'ai l'impression qu'il y avait Non, un je peu te parle plus de des abbés liberté. Pierre, c'est les années 50, 60. Oui, bien sûr. Mais Donc, en tout cas, j'ai l'impression que dans les années 2000, il y a eu un peu de 2000 jusqu'à aujourd'hui, une régression, justement, un repli un peu communautaire de chacun, où justement, j'ai l'impression qu'on a un peu reculé sur la liberté d'expression, sur l'ouverture d'esprit, sur l'ouverture aux autres. En fait, on a reculé parce que on s'est rapproché de nos écrans. Ouais. On a reculé de l'autre. C'est ça. Avoir de plus en plus d'écrans. En fait, avant les écrans, que ce soit le ciné, la télé, c'était des fenêtres vers d'autres univers. Ouais. C'est l'univers d'un réalisateur, l'univers d'un autre monde, une autre partie du monde, une autre vision des infos. Bien sûr. Et aujourd'hui, chacun, en fait, avec ces écrans-là, a qu'une fenêtre sur son propre nombril, en fait. Ouais. Parce qu'au final, on regardait déjà des écrans à l'époque. C'est que maintenant, l'écran, c'est un selfie et tu te regardes toi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est qu'un miroir de toi-même et sur lequel tu te mets toi-même des filtres pour te mentir même toi à toi-même, quoi. Et c'est que même que les GAFA te mettent. Ouais. Tu vois. C'est là où c'est très dangereux. C'est que les GAFA, Twitter, t'imposent la publicité et t'imposent des avis et d'autres choses. Tu vois. Parce que foncièrement, t'as pas envie de regarder ces images violentes-là. Tu vois. Mais, tu regardes une fois, t'as cliqué une fois, ils vont te les suggérer. Bien sûr. Et tu vas les revoir. Les GAFA, c'est quoi pour toi? C'est le gouvernement mondial? Comment on pourrait... Ah, dans One Piece? Bien sûr. Ok. Non, parce que, ouais, voilà. Non, parce qu'il y a plein de gens qui ont fait waouh! Ils parlent vraiment du gouvernement mondial? Oui, on parle au-dessus des derniers 8 ans. Oui. C'est ça. Ouais. Pour toi, c'est ça les analogies, entre guillemets, qu'on pourrait transposer à notre époque, qui est plus que jamais d'actu. Mais c'est quoi? Nous, on est le peuple. Il y a certains pirates qui font le choix d'essayer d'avancer sur des eaux de plus en plus troubles.
Et t'as le gouvernement mondial qui maîtrise l'information, qui maîtrise et qui oppose les peuples volontairement, qui les scinde. Moi, je pense à IMU. C'est qui IMU, alors, dans notre monde à nous? Dans notre monde à nous? Qu'est-ce qu'il représente, en fait? Alors, attends, la retranscription de qui est IMU maintenant ou qui est IMU, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il représente dans notre monde? C'est l'analogie de quoi, tu penses? Pour moi, IMU, c'est l'analogie de Satan. D'accord. C'est donc du démon. Pour moi, IMU, c'est les ténèbres, c'est le vide, c'est le néant. Mais qui est dans chaque homme et qu'on décide ou pas de nourrir. De nourrir, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a une dimension religieuse qu'on n'avait pas forcément vu venir dans One Piece, qu'on a de plus en plus là, qu'on se rend compte. Est-ce que c'est une dimension religieuse pour toi? Parce qu'il a jamais parlé de religion dans One Piece, tu vois. Mais on dirait qu'il y a ce côté un peu satanique, ce côté avec, comme tu dis, avec Imu, qui est la représentation un petit peu du plus mauvais, quoi, ultime, du diable. Moi, en fait, il y a toujours une notion religieuse, parce que si tu prends le terme religion, c'est ce qui relie les gens. Ouais. Et donc, c'est ce qu'est le One Piece. Ouais. Et pour moi, oui, ouais. On parle de relier les gens. Et à travers ce monde-là, les îles, elles sont reliées par les voyageurs. Ouais. Que ce soit les pirates, les commerçants, c'est des personnes qui volent, qui se transportent. C'est des voyageurs. Ouais. Et je pense que aujourd'hui, le vrai problème des êtres humains, c'est qu'ils ne voyagent plus. Et que, on a oublié, en fait, que les frontières ont été dessinées à la règle par des humains. Ouais. Et qu'il n'y a pas de frontières. Oui, bien sûr. On voyage si tu veux voyager. Sans frontières, on a inventé les pays, on a inventé les villes, on a inventé toutes ces notions. Exactement. On a inventé les murs, on a inventé les barrières, on a inventé les portes, frère. Ouais. C'est fou. Mais, oui. Je sais pas si tu as vu un film qui s'appelle Mélancolia. C'est un film de Lars von Trier qui est un film qui traite de la fin du monde. C'est une planète qui va rentrer en collision avec la nôtre, avec la Terre. Et tu suis la dernière journée de la fin du monde dans une famille, donc vraiment à l'échelle intime. C'est un film avec Charlotte Gainsbourg et Kirsten Dunst. Okay. Très beau film. Je te propose de faire une interview Mélancolia comme si il restait 24 heures. La planète va disparaître dans 24 heures. Comment tu choisirais de la passer? Ça serait quoi le dernier plat que tu voudrais manger? Le loklak de ma mère. Très bon choix. Ah, je sais pas, tu l'as jamais goûté. Ouais, mais le loklak d'une daronne, c'est forcément bon. Oui, c'est forcément bon, mais... c'est encore meilleur quand c'est celui de ta daronne, mais... Bah, c'est exactement ça, en fait. Parce que, tu sais, nos goûts, ils sont façonnés par notre enfance. Ce qui est fou, c'est que moi, j'avais ce débat avec mes cousins une fois où souvent, pour les plats du Nouvel An, etc., c'est le et en fait lequel, et on trouve toujours ceux de nos tantes bons mais moins bons que celui de notre daronne. Exactement. Et on a tous un avis et en fait on se rend compte qu'on est vachement influencé par le goût parce que finalement je pense qu'ils sont tous bons mais qu'il y a un truc de Madeleine de Proust qu'on peut pas enlever quoi. Et que même ça se trouve il y a des plats qui sont mal faits et en fait comme c'est le plat de ta mère il est bon. C'est ça qui est le plus important. En fait c'est que beaucoup de gens oublient à quel point la mémoire olfactive est la plus grosse de toutes les mémoires. C'est la plus longue. Voilà. C'est celle qui reste le plus longtemps. Et que dans la langue, il y a le goût, mais il y a aussi parce que la langue, tu sais, c'est le muscle le plus musclé de tout notre corps. Parce qu'il nous permet de se lier. Bien sûr. Avec les gens. De ouf. Si tu devais écouter une dernière chanson. Je pense que ce serait Alléluia. Très belle chanson. Si tu devais regarder un dernier manga. Un dernier manga, c'est-à-dire un animé alors. Parce que lire un dernier manga, pardon. Lire un dernier manga, je relirais encore 20th Century Boys. Ok. Ouais. Parce que tiens, je sais pas si tu l'as lu. Non. Ça parle de ses amis d'enfance qui se retrouvent plus tard dans un monde divisé où il y a cette religion. Bien sûr. Un mec qui crée Friend. Ok. Et voilà. Ok. Si tu devais dire un dernier je t'aime. Je le dirais peut-être à moi. Ouais. Si tu devais dire un dernier merci. Je le dirais à mes parents.
Si tu devais faire une dernière folie. Je pense que... Alors, en fait, c'est déjà fou de se lever de son lit. Ouais. Vraiment. Donc tu vivrais, quoi. Ça serait Ouais. ça ta folie. Ouais. Et enfin, si tu devais partir sur un dernier mot, ça serait quoi ce dernier mot? Passer une bonne vie, c'était Bounaïmin. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Boun? T'es sur scène actuellement? Partout. T'es à l'Européen et puis en tournée dans toute la France à partir de 2024? Alors, 2024, c'est la tournée française. 2025, c'est la tournée mondiale. Oh la vache. 2026, je débute Tournée interplanétaire? ma carrière en anglais. C'est officiel, c'est une annonce? Ah, c'est plus qu'une annonce. C'est un visionnaire. Visionnaire. Mmh. On se met pas de barrière. Ben, en tout cas, c'est très très ambitieux, très courageux, c'est chambé. Non, c'est juste, je vais essayer. Ah oui? Incroyable. J'ai une petite séquence découverte où je vais essayer de te faire découvrir une œuvre que tu ne connais pas. Peut-être que tu la connais. Mais en tout cas, j'ai essayé de te la faire découvrons. Et déjà, je suis heureux de découvrir ton monde. C'est la première fois que je découvre ta femme, ta lune, que je découvre son équipe. Et déjà, pour moi, je découvre ton œuvre. Voilà. Eh ben, votre œuvre. Je suis très heureux de te faire découvrir tout ça. Voilà. Et c'est la première fois que je vois la photo de ton enfant aussi. Et que c'est ta femme qui me l'a montré. Donc, j'ai trouvé ça très humble de ta part de me le cacher. Et très honnête de la part de Amy de me montrer le résultat de votre amour. Eh ben, je suis flatté. C'est comme on dit, en fait, tu sais, je lui parlais du fait que le sentiment de l'amour était impalpable. C'est peut-être pour ça qu'on dit faire l'amour. Ouais. Parce que c'est à ce moment-là qu'on fabrique cette chose-là. On fait l'amour, c'est faire un enfant, en fait. Peut-être pas. C'est peut-être créer la vie. Voilà, peut-être. C'est possibilité. C'est si l'ovule veut bien. Si l'ovule est... Oui, parce qu'il y a aussi à cause de, tu sais, des images de tous les spermatozoïdes autour de l'ovule. Ouais. Les mâles, on croit que c'est le plus rapide et le plus fort qui rentre. Pas du tout. C'est celui qu'on laisse rentrer. C'est ça. C'est l'ovule, c'est un putain de vigile. C'est un physio. C'est un physio, toi tu rentres pas. Donc en fait, même les plus gros recalés de boîte, ils ont au moins rentré quelque part. Exactement, il faut qu'ils se rappellent tout ça. Voilà. T'as commencé ta vie en rentrant, gars. Cette œuvre, ça s'appelle Shujin X. Oh. C'est édité chez Glénat. C'est, je sais pas, tu connais pas? Je crois que j'ai lu le premier ou deuxième chapitre. C'est incroyable. C'est un seinen, c'est pas un shonen, et qui traite d'un sujet qui est assez courant dans les shonen, où c'est un monde dans lequel il y a certains humains qui ont une capacité, c'est à peu près un humain sur 1000, et c'est on va suivre un ado qui un peu comme dans un manga assez classique, est pas sûr de lui, sait pas quoi trop faire de sa vie, se fait un peu marcher dessus, et il va découvrir, il va devenir, et on le traite de corbeau, tout le monde l'insulte parce qu'on dit que de vautour, pardon. Okay. On le traite de vautour depuis petit parce qu'on dit il y a son meilleur ami qui est un petit peu le mec qui est sûr de lui, qui est toujours, et il est toujours derrière à ramasser un peu les miettes. Okay. Et en fait le pouvoir qui va se révéler en lui, c'est le pouvoir il va se transformer en vautour justement, et il va se rendre compte qu'il va réussir à en faire une force. Et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir se trouver, en fait, en devenant ce dont on l'a toujours insulté et accusé, etc. Et je trouvais ça intéressant de voir ça dans un seinen et pas dans un shonen où c'est traité de manière un peu plus légère. Et c'est graphiquement déjà c'est magnifique. Et c'est le mangaka de Tokyo Ghoul. Ok. Donc une rêve quoi. Et donc voilà, très très beau, très belle œuvre. Et que je conseille. Ben moi, je vais te dire par là, peut-être, pour finir, que en réalité, peut-être que toutes les œuvres ne sont que une expression de la même histoire. Ouais. Celle du fait que l'humain évolue constamment au cours de sa vie, que peut-être que la scène, ouais. c'est ici, cette planète. On est tous en train de jouer une pièce de théâtre. Ah, mais c'est ça, c'est sûr. Et que peut-être que la représentation de la scène avec Jésus et les 12 apôtres, comme les 12 mois, peut-être que Jésus, en fait, et ces 12-là, ne sont pas des témoins et des apôtres, mais parce que c'est des gens qui suivent. Ouais. Et donc qui suivent. Peut-être que ça a été les 12 stades de
C'est lui-même, en fait. Ouais. On va finir avec un cadeau, Boone, parce que moi, ça me fait plaisir de t'offrir un cadeau. Tu vas pas m'offrir ça, du coup. Ah oui, si, mais c'est juste pour pas qu'on ait les deux. T'inquiète pas. C'est un cadeau, ça me fait plaisir de te l'offrir. Merci. Je te laisse découvrir. Parce qu'en fait, tout à l'heure, on parlait des... Attends. Oh, incroyable. Merci. Tout à l'heure, on parlait des adaptations de live action et on disait que One Piece était un des premiers à être très réussi. Et il y en a un que beaucoup de gens oublient, c'est Crank Freeman, qui à la base est un manga et qui a été adapté il y a plus d'une vingtaine d'années par un Français en plus. Christopher Gans. Le film avec Marc Dacascos, c'est incroyable. Et le manga l'est tout aussi. Et il y en a plein qui ne savaient pas que c'était un manga adapté. Et pour moi, c'est le premier live action vraiment réussi. Et donc, je suis tout à fait d'accord. Et ça me faisait plaisir de te l'offrir. Parce que c'est pas un manga que beaucoup de gens ont à la maison. Et que pour moi, il est d'utilité publique. Voilà, il est édité chez Glénat. Crank Freeman. Franchement, regardez le film, mais lisez le manga avant parce que c'est l'œuvre originelle et elle est incroyable. HK Vidéo. Et tu t'en souviens de ça? Ouais. Ouais, tous les mois, il y avait des nouveaux trucs. De ouf. Mais qui étaient des anciens. Ouais, c'est ça. Je remercie Glénat qui est partenaire de ce podcast. J'espère que tu as passé un bon moment. Ah, mais oui. Glénat, j'adore ce que tu fais avec Seb Lafrite et tout. Merci à Glénat. J'ai pu les croiser là. Puis j'espère que les gens se remettront au physique. Bien sûr, c'est important. Acheter des mangas, acheter des livres. On est en train de numériser tout. Et non, revenons à l'organique. À l'organique. Et bon, on finit là-dessus, c'est une belle phrase. Merci beaucoup, Boone, d'avoir été avec moi. Merci à vous tous. De nous avoir regardé. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine sur Bangaron. Portez-vous bien. Et applaudissez dans vos oreilles. Wanna see you smile.